Bonjour à tous, je me présente Michael Buet, directeur régional Ouest du groupe ABMI. Je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence que nous avons bien sûr consacrée au thème qui nous occupe le plus en ce moment, la crise que nous traversons. Cette conférence, nous l'avons voulu délibérément optimiste, parce que si la période est difficile, si elle présente un très haut niveau de risque pour nos entreprises, il y a, c'est évident, un certain nombre d'entre elles qui sauront tirer leur épingle du jeu. Alors de quoi sera fait le monde d'après ? On entend parler de relocalisation, de faillite importante d'entreprises, ce qui signifie la perte de dizaines d'années de savoir-faire, de parts de marché, qui vont se libérer. Et dans ce monde, il y aura trois types d'entreprises. Celles qui ne survivront pas, celles qui survivront mais subiront, et enfin celles qui sauront tirer parti des opportunités que ce grand chamboulement amène. Ce sera une chance pour elles, mais aussi pour toute notre économie. Celles-là seront celles qui, dans la crise, sauront prendre le recul suffisant pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Si les soignants sont les héros d'aujourd'hui et d'hier en ce qu'ils ont permis de surmonter la crise sanitaire, les héros de demain seront des dirigeants, entrepreneurs, managers, industriels suffisamment avisés pour nous permettre de surmonter les crises économiques et sociales qui nous attendent et pour inventer et bâtir le monde d'après. ABMI est un groupe d'ingénierie de 700 personnes, réparties sur 19 agences en France, ayant réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 51 millions d'euros. ABMI exerce son activité au cœur de l'industrie manufacturière depuis 1984, un temps suffisamment long pour avoir connu plusieurs crises industrielles. Et fort de cette expérience, nous avons réuni pour vous des clés qui pourront vous permettre de faire partie de ceux pour qui la crise aura été une opportunité. Nous aidons nos clients à concrétiser leurs idées sous forme de produits, de processus de production et d'installations industrielles. Parmi nos projets majeurs, nous comptons à notre actif la conception et l'industrialisation des machines Nespresso pour Nestlé, depuis plus de 10 ans. La définition et le soutien de véhicules industriels et militaires pour Volvo et sa filiale Arcus. Nous conduisons des études d'infrastructures et des bâtiments nucléaires pour EDF et sa filiale Advance dans leurs différents centres de recherche. Et enfin, nous sommes présents dans les activités de contrôle qualité et suivi de la supply chain pour Stelia, filiale d'Airbus. Pour cette conférence, je me suis entouré de 4 experts. Tout d'abord Philippe Lambert, expert pilotage d'entreprise, Emmanuel Wabo, expert APQP, Philippe Defresne, expert achat, et Carl Drivon, supplier développeur. Alors que peut-on dire de cette crise ? En adoptant une approche globale, nous constatons que la crise sanitaire a modifié profondément l'équilibre entre l'offre et la demande dans quasiment tous les secteurs. L'interdépendance des économies est manifeste et les décisions politiques différentes suivant les pays ont un impact très fort sur l'organisation des chaînes d'approvisionnement. La plupart des leviers ne sont pas dans les mains des industriels. C'est donc dans une situation caractérisée par sa complexité et ses incertitudes que les chefs d'entreprise doivent adapter, voire abandonner les stratégies suivies jusqu'à présent, pour trouver les meilleures options pour demain. Dans le même temps, leur responsabilité opérationnelle les rattrape au quotidien pour agir ici et maintenant et prendre des décisions immédiates sur des horizons de temps différents. Comment adapter la production cette semaine ? Faut-il annuler des commandes fournisseurs ? Peut-on reprendre le travail en sécurité ? Comment soutenir les fournisseurs critiques ? Quel projet faut-il abandonner et sur quel process faut-il mettre l'accent ? À plus long terme, comment adapter ma supply chain ? Chaque jour apporte son lot de nouvelles difficultés, la crise s'installe dans la durée et avec elle la fatigue, et peu à peu, le sentiment du too much too fast, trop de sujets qui s'enchaînent trop rapidement. Et pourtant, on le sait bien à la fois par intuition et par expérience. La première clé du succès et de l'efficacité réside dans le savoir décider, quelle que soit la complexité de la situation. Le président nous a dit « Nous sommes en guerre ». Il me semble intéressant de vous faire part de mon expérience militaire. Ce que je retiens avant tout de cette expérience, c'est que le chef doit absolument, en toutes circonstances, réussir à prendre de la hauteur et du recul sur les événements afin de consacrer toute son énergie à l'évaluation des options qui s'offrent à lui et fixer pour tous la direction à suivre. Pour la plupart d'entre nous, la complexité à laquelle nous faisons face est un obstacle majeur à la prise de décision. Ce constat est ancien. En préparant ce webinaire, j'ai retrouvé cette citation d'un général allemand du XVIIIe siècle, qui nous a battus au Portugal. Qui lit-on ? Le général est assailli de questions diverses et variées. On attend des réponses de sa part sur une multitude de sujets, dans l'urgence ou en tout cas dans des délais insuffisants pour avoir le temps d'étudier chaque cas avec la rigueur nécessaire. Le général fait le constat qu'il faudrait une exceptionnelle clairvoyance et une très grande vivacité d'esprit pour pouvoir toujours prendre la bonne décision dans de telles circonstances.
Un siècle plus tard, Karl von Clausewitz, autre général allemand, a qualifié cette situation de brouillard de la guerre. Clausewitz met en garde sur ce qu'on appelle aujourd'hui les biais cognitifs qui attribuent aux choses des dimensions exagérées ou non naturelles. Les militaires ont par conséquent mis en place un process pour conjuguer intuition et analyse rationnelle et éliminer ainsi les biais cognitifs dangereux qui polluent la prise de décision et amènent à l'imprudence fatale. Pour l'illustrer, partons de cette citation du général de Gaulle, pour découper le processus de décision en phases. Il s'agit 1. De concevoir d'après les circonstances, 2. De décider, 3. D'ordonner et 4. Suivre l'exécution du plan pour vérifier s'il ne faut pas l'adapter à nouveau aux circonstances. Au milieu des années 60, le colonel Joybod a tiré de son expérience de pilote de chasse la théorie de la boucle OODA, forme avancée de ce que le général de Gaulle avait écrit lui-même dans les années 40. OODA tient pour observer, orienter, décider, agir. Cette boucle est applicable, quel que soit l'horizon temporel examiné, en 40 secondes comme un pilote de chasse, à la semaine, au mois ou encore à plus long terme. Et les militaires vont en faire une arme. Plus vous réussissez à animer rapidement cette boucle ODA, plus vous prenez l'avantage sur l'ennemi en essayant de le placer dans une situation de paralysie, de façon à ce qu'il n'ait pas le temps de réfléchir et qu'il commette à ce moment-là l'erreur stratégique, l'erreur fatale. Votre rôle de dirigeant, c'est de décider, si possible avec clairvoyance, et de maîtriser le temps sous plusieurs formes. Décider quand intervenir, imposer le rythme de la décision, fixer l'horizon de planification et garantir la synchronisation entre les différentes lignes d'action. Pour faire vivre ces 4 étapes, vous disposez d'un état-major, la fameuse War Room, terme à la mode en ce moment, et ce n'est pas un hasard. Car la War Room est la clé qui vous permet d'exercer votre rôle avec efficacité. Vous avez besoin que vos décisions soient préparées et savoir que vos décisions sont exécutées avec confiance dans la lettre et dans l'esprit. C'est une nécessité dont vous devez attendre les résultats suivants. Rassembler les experts autour d'informations partagées pour produire et évaluer plusieurs scénarios, synchroniser les actions suivant les différentes échéances temporelles, vérifier l'exécution des mesures décidées et s'assurer de leur adaptation permanente aux circonstances pour éviter les surprises stratégiques. Attention, la War Room n'est pas un conseil de validation des décisions par consensus. Pour que cela fonctionne bien, vous devez lutter contre la pensée du groupe et pour cela garantir la diversité des opinions. Choisir des experts provenant d'horizons différents et capables d'émettre des avis indépendants. Cela vous protégera du biais de confirmation, phénomène dangereux qui consiste à retenir les données qui justifient l'opinion collective et rejette celles qui s'y opposent. Au contraire, recherchez des expériences différentes et variées, y compris à l'extérieur de votre entreprise. En conclusion, plus la situation sera complexe, moins vous y arriverez seul, plus vous aurez besoin d'un état-major. Je suis convaincu que votre urgence est de s'astreindre à réfléchir avec méthode et à rassembler pour cela autour de vous ceux à qui vous pouvez déléguer l'amont de la décision, c'est-à-dire la phase observer-orienter, et l'aval de la décision pour piloter la phase agir. Alors j'ai maintenant suffisamment parlé, place aux experts. Et Philippe, je commencerai avec toi. Au regard de ton expérience dans le pilotage, quelles seraient tes recommandations en matière d'observation et d'orientation dans ces périodes de crise ? En effet, Michael, à la crise, je suis assez familier et je pourrais me dire que je connais par cœur. Pour ma part, je m'occupe de pilotage d'entreprise. Ça fait 20 ans que je travaille dans différents secteurs d'activité. J'ai vécu des événements de toutes sortes. J'ai connu le retournement de tendance du marché aéronautique chez Safran, avec les attentats de 2001. Ça a amené de l'incertitude, une incertitude pour le développement de la société, pour ses investissements futurs. Plus tard, il y a eu la mondialisation, son accélération avec les problématiques de flux de logistique vers la Chine quand je travaillais chez Oxbow. Ça a entraîné une complexité de fonctionnement importante, une complexité de fonctionnement dans la relation entre les différents services de la société. En 2008, avec la crise de l'immobilier chez Camif Habitat, j'ai été confronté à une baisse importante du carnet de commandes qui a généré un risque pour la pérennité de cette entreprise, un risque de faillite. Et donc il a fallu tout mettre en œuvre pour arriver à retourner la situation. Et dernièrement, une phase de croissance soutenue avec les montées de cadence chez Stelia qui ont amené leur lot de changements, de création de services, de fonctions et de fusion de sociétés. Eh bien, la crise du Covid, elle réunit elle toute seule toute cette incertitude, cette complexité, ce risque et ces changements d'organisation.
Michael, tu nous as parlé des étapes observées et orientées, alors allons-y pour le diagnostic. Piloter les fonctions de l'entreprise, c'est orchestrer l'ensemble des fonctions. C'est donner le maximum d'ampleur, de retentissement aux actions. Le diagnostic, il doit être posé sur un temps court, suivant le périmètre, le nombre d'établissements qu'il faut regarder. Sur les fonctions qui font rentrer de l'argent en priorité. Toutes les fonctions de l'entreprise sont impactées. Et je voudrais commencer par celle à laquelle, au moment de remettre l'entreprise en route, on ne pense pas le plus spontanément. La partie commerciale. Pour le commerce, il faut rallumer la demande. Il faut commencer par vérifier la profondeur du carnet de commandes, au global chiffre d'affaires et par ligne de produit. Il faut vérifier également la solvabilité financière de ses clients. Il y a des sociétés spécialisées sur le sujet qui peuvent fournir des analyses du type Coface ou la SFAC. Il faut relancer un plan marketing agressif, faire un plan multimédia avec des actions d'emailing ciblées, du passage dans la presse locale, régionale, utiliser à son maximum les réseaux sociaux. Et enfin, ne pas hésiter à relancer une campagne de contact téléphonique avec son plateau. Et si vous ne disposez pas de plateau téléphonique, n'hésitez pas à faire l'appel de sociétés spécialisées sur le sujet du style téléperformance. Pour la finance, il faut préserver sa trésorerie. On sait ce qu'il faut faire immédiatement. Il faut la piloter, cette trésorerie. Ça commence par différer tous les paiements qui peuvent l'être. Ouvrir des négociations avec les pouvoirs publics, nationaux, territoriaux, pour étaler les paiements de TVA, de taxes locales. Ensuite, déstocker en priorité, repousser les commandes fournisseurs. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, c'est recentrer toutes ces actions vers le milieu de la cible. Enfin, facturer tout ce qui peut l'être et recouvrer les impayés. Une fois que ces premières étapes sont faites, il faut anticiper pour la suite. Et cela passe par analyser les prévisions de trésorerie, négocier avec les banques pour les lignes de crédit, si nécessaire et dans quel horizon de temps, et enfin mettre en place un service de credit manager pour maîtriser son encours client. Pour les fonctions qui consomment de l'argent, pour la supply chain et la production, il faut relancer l'offre. Le rôle du dirigeant, c'est piloter. Et on ne peut piloter qu'en connaissant sa trajectoire et les caractéristiques de son engin. Il faudra donc disposer d'un nouveau référentiel, un référentiel qui sera dynamique. Les équipes doivent le mettre en place. Un référentiel dynamique, cela consiste à réviser ses capacités de production, réviser l'adéquation charge-capacité. Est-ce qu'on repasse avec des équipes en 2-8, en 3-8, en VSD, vendredi, samedi, dimanche? Pour le côté supply chain, c'est revoir la planification avec les nouvelles quantités à fabriquer. Quels sont les seuils d'alerte? Est-ce que les tacts des lignes sont remis en place? Enfin, sur la sécurisation du portefeuille fournisseur, l'utilisation de double Pareto avec des segmentations par criticité et poids dans le carnet d'achat peut s'avérer utile. Différents de mes collègues interviendront sur les sujets achat, supply chain et industrie. Les conditions du succès. Ce qui peut être le plus important de tout ce que je viens de dire, c'est la transparence et la confiance partagée. Mais tout cela ne peut fonctionner que si l'on réunit 4 conditions. On ne réussira pas si on ne mobilise pas pour garder la confiance des salariés, si on ne favorise pas les initiatives des salariés, s'il n'y a pas de lâcher-prise de la part de dirigeants, pas de prise de recul, si on ne met pas en place de nouveaux indicateurs, des indicateurs de temps de crise. Et enfin, ne pas oublier de célébrer chaque succès, chaque progrès. Merci Philippe, tu nous indiques un certain nombre d'actions à conduire. Emmanuel, quant à toi, ta recommandation porterait sur la nécessité de mettre en place un cadre méthodologique pour ne pas se perdre dans toutes ces actions. Pourrais-tu nous en dire davantage? Merci Michael. Je travaille dans l'industrie depuis une vingtaine d'années, dans le management de la qualité et de la performance industrielle, notamment au milieu aéronautique. Donc à chaque fois qu'une entreprise rencontre une crise, qu'elle soit économique, sanitaire ou autre, les défaillances générées en production sont globalement semblables. J'ai eu l'occasion de l'observer lors de mes expériences précédentes, notamment sur une crise de non-qualité chez CPP Europe, ou encore sur une crise de dérogation abondante lors du démarrage de la ligne de production de l'A350 à Airbus Nantes, ou encore une défaillance de certains fournisseurs stratégiques de Navalgo. J'ai également accompagné Thales dans le cadre de l'assurance qualité industrielle en pilotant la démarche APQP lors du développement de l'IE6V3. Cette expérience n'était pas une crise, mais l'ensemble de ces cas ont ceci de commun qu'il a fallu piloter une démarche transversale avec le support de divers outils pour revenir à la normale. Ce que je perçois en ces temps de reprise d'activité,
ce sont des difficultés similaires à celles rencontrées lors du lancement d'un nouveau produit. Et comme par le passé, le plus important est de structurer et donner un cadre à la reprise de sa production. Donc pour moi, redémarrer la production, c'est presque lancer un nouveau produit ou un nouveau projet. L'idée ici, c'est de structurer la reprise de sa production comme on le ferait pour un nouveau produit. Évidemment, lors du lancement d'un nouveau produit, on va d'abord analyser son environnement et étudier son marché. Ensuite, on va définir son cahier de charge, ce qui permettra de mettre en place un plan de développement. Pour démarrer sa production, on va commencer par définir le périmètre géographique et fonctionnel de l'activité à reprendre. Cela passe comme pour un nouveau développement par 3 phases. La première, c'est le diagnostic. On fera un état des lieux précis et dynamique de la situation en interne comme en externe, ce qui permet de définir les objectifs de redémarrage atteignables au vu du diagnostic et, au besoin, se repositionner sur le respect de ces obligations. Pour cela, on choisit un scénario pour la séquence de retour à la normale par activité avec des horizons temporels adaptés. Et comme pour le lancement d'un nouveau produit, nous adapterons une méthodologie structurante et structurée. Il s'agit ici de la PQP, la planification avancée de la qualité du produit, qui nous permettra de définir une feuille de route fiable et personnalisable. Après avoir diagnostiqué la situation, des activités sont réalisées pour atteindre les objectifs définis. Mais pour cela, il est essentiel de savoir sur quoi on va pouvoir compter et se lancer dans des combats qu'on saura gagner. Pour chacune de ces activités et en fonction de leurs particularités, on choisit un scénario de reprise d'activité adapté. Ainsi donc, on a le choix entre 3 scénarios. Le premier scénario, c'est une remise en conformité de nos moyens, matériels, humains, etc. Ça passe par une interruption acceptée de la production, une reprise en fin de projet. Le scénario numéro 2, c'est un fonctionnement en mode dégradé, avec une reprise progressive de la production, avec une montée en compétences planifiée. Ou encore le scénario numéro 3, c'est une production en mode normal ou habituel, mais en subissant les défaillances potentielles à venir. Pour ce scénario-là, il faut s'assurer qu'on est en capacité d'encaisser toutes les défaillances qu'on va subir. Une analyse de risque est impérative pour l'ensemble des activités de reprise de la production, au travers d'une approche tout risque. Une analyse intuitive à elle seule ne saurait être exhaustive. Dans les entreprises où je suis intervenu, le dirigeant avait le sentiment d'avoir bien identifié et traité les risques, mais dans la plupart des cas, il a été surpris par un risque non identifié. C'est pourquoi je préconise toujours de commencer par une démarche systématique d'analyse de risque, afin d'optimiser la réussite du projet de reprise. Du fait de l'identification, ou plutôt des risques, il offre plusieurs options pour les atténuer ou les éliminer. Et quel que soit l'outil utilisé pour analyser le risque, il comprendra nécessairement 4 étapes. La première étape, c'est identifier les risques de toute nature, stratégiques, opérationnels, etc. Les analyser selon les critères de menace, vulnérabilité et d'impact. Les évaluer en fonction du contexte et des enjeux de l'organisation et les traiter pour éliminer la probabilité d'occurrence et leur impact. Et en fonction de la situation, on va mettre en place des outils adaptés à l'horizon temporel qu'on veut maîtriser. Et l'outil choisi doit être dynamique, itératif et réactif au changement. Donc pour toute évolution du risque, une mise à jour immédiate est fortement recommandée. Mes expériences précédentes m'ont démontré que l'ensemble des outils de la méthodologie APQP permet d'avoir une feuille de route souple dans son pilotage, partageable avec l'ensemble de l'organisation et les partenaires STEM, et ajustable en fonction des événements rencontrés. Il faut donc trouver dans la boîte l'outil le plus adapté pour chaque activité et ses étapes. Merci Emmanuel. Si je résume bien ta recommandation, mettre en place un cadre et utiliser des outils éprouvés garantit de ne pas se disperser et de garder les énergies centrées sur l'objectif principal, qui est de sortir de la crise. Tu nous as également parlé d'analyse des risques. La démarche me semble également utilisée dans le domaine des achats. N'est-ce pas Philippe ? Oui, absolument, Michael. Comme bien souvent, il faut mettre en balance les risques et les bénéfices, et l'analyse des risques, elle s'applique aussi à la fonction achat. Alors, juste avant d'en parler, eh bien déjà, bonjour à toutes et à tous, et puis merci pour votre participation à ce webinaire. Je me présente très rapidement. J'ai 25 ans de pratique des achats dans l'agroalimentaire et dans les industries aéronautiques et ferroviaires. Alors moi aussi, pendant toutes ces années, j'ai traversé plusieurs crises différentes. Dans l'agro, c'était plutôt des crises sanitaires.
Si je vous dis vache folle ou viande de cheval dans les lasagnes, par exemple, ça vous rappellera sans doute des choses. C'était des baisses importantes ou des crises de consommation. C'était des tensions diplomatiques parfois si intenses qu'on pouvait nous interdire d'importer quasiment du jour au lendemain. C'était encore des variations brutales de cours de devises, par exemple. Et puis dans l'industrie, j'ai plutôt connu des crises de démarrage de projets, des faillites de fournisseurs ou de clients. Et puis au-delà même des spécificités liées à nos domaines d'activité respectifs à chacun, là, on a tous connu le 11 septembre et ses conséquences, la crise de 2008, les crises sociales comme il y en a eu il y a encore peu de temps, les crises climatiques, les catastrophes naturelles, les accidents nucléaires, les conflits armés, et puis j'en oublie certainement. Alors pour ramener cela à mon métier, je pense que vous connaissez tous l'importance de la fonction achat. Elle conditionne directement votre rentabilité et votre capacité à distancer vos concurrents, et donc aussi à préparer l'avenir. Et comme vous le savez, on dit souvent la maxime, il faut bien acheter pour bien vendre. Alors la crise du Covid-19, elle est d'une ampleur extraordinaire parce que c'est une crise mondiale et parce que c'est une crise sanitaire qui devient en plus une crise économique et en plus une crise sociale. Mais comme pour d'autres crises dans le passé, ce sera par l'évaluation des différents scénarios et puis les analyses des risques associés qu'on pourra justement dessiner une stratégie achat qui sera adaptée. Donc le premier message que les achats peuvent vous adresser, c'est qu'ils sont justement une composante essentielle de la sortie de crise et puis aussi de meilleure préparation à la prochaine. Alors quand on est acheteur, dans la situation du moment, il faut vérifier l'état de santé de ses fournisseurs pour savoir s'ils vont être capables de répondre à nos demandes. Il faut aussi disposer d'informations exactes et puis actualisées pour ne pas partir dans de mauvaises directions. Il faut que les demandes d'achat qui émanent du système soient basées sur des besoins qui correspondent à une demande réelle, c'est-à-dire bien mise à jour et fiable, pour là encore produire ce qui se vend. Pour fonctionner, la production elle appelle des composants. Il faut donc que les niveaux des stocks soient suffisants et adaptés à la situation. Ces composants, il faut les approvisionner, donc il faut vérifier si les circuits d'approvisionnement sont adaptés, est-ce qu'ils sont longs, est-ce qu'ils sont courts, est-ce qu'il est nécessaire de les sécuriser. Et enfin, c'est vraiment au cœur des relations client-fournisseur, il faut s'interroger sur la qualité des contrats dont on dispose, est-ce qu'ils sont suffisamment solides, est-ce qu'ils me protègent suffisamment. Et tout cela, c'est au fin de satisfaire notre client interne numéro 1, qui s'appelle la production. Donc on le voit, il y a plein d'actions immédiates à lancer chez les fournisseurs, c'est en interne, vis-à-vis des circuits d'approvisionnement, etc. Mais il y a aussi les questions qui peuvent être à plus long terme, et notamment les décisions liées au sourcing. Alors, il faut évidemment être très attentif à ce risque sourcing et puis se poser tout un tas de questions. Est-ce que la situation est durablement viable? Est-ce que je suis en monosource? Est-ce que je suis très dépendant d'une zone géographique? Est-ce que les taux de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ne seraient pas trop importants? Et dans tout ça, il y a des solutions à mettre en face, elles s'affichent. Le risque majeur, c'est tout simplement la possible disparition de certains fournisseurs. De même, quand les volumes achetés changent, ça change la donne. Et puis, par exemple, en termes de supply chain, il faut forcément être très attentif au ralentissement général avec des circuits logistiques qui sont peut-être trop longs ou engorgés ou perturbés, avec, par exemple, la réduction du fret aérien, du fret maritime, des complications douanières, etc. Donc, tout ça, ça s'apprécie par des analyses de risque. L'autre risque majeur, c'est le niveau des stocks. Et là, il faut bien reconnaître que les stocks minimums, ils ont l'avantage de réduire les coûts, c'est clair, ça plaît à la finance et puis aux lignes, mais des flux trop tendus, c'est aussi générateur de risque d'arrêt de production. Alors, bien sûr, il y a des solutions avec des stocks déportés ou la consignation, mais il faut peut-être se demander, en fonction des situations et des activités de chacun, bien sûr, si un niveau de stock raisonnablement augmenté ne serait pas envisageable. Alors certes, c'est plus coûteux, mais il faut bien mettre ça en balance, justement, dans le cadre d'une analyse des risques. Peser les risques, les coûts et puis les bénéfices pour décider d'une évolution de la politique des stocks.
Donc si on prend un petit peu de hauteur, on voit que les crises, elles sont finalement assez nombreuses, et puis que nous sommes tous plutôt mal préparés, faut être honnête. Du coup, il va être nécessaire de revoir notre approche de la gestion des risques. Je parle pour le métier achat, toujours. Alors ça passera par différents scénarios, des analyses de risques, leurs évaluations et la mise en place de plans de sécurisation. Voilà ce que l'on peut dire pour faire court sur cette première partie en termes d'achat. Merci Philippe. L'analyse des risques que tu utilises dans ton quotidien permet d'appréhender les différentes orientations possibles sur plusieurs horizons temporels, comme je l'évoquais tout à l'heure. Avec toi, nous terminons cette première séquence qui est celle de observer. Je propose maintenant de passer à la phase agir. Donc agir, 4e temps de la boucle OODA. C'est en général la partie vers laquelle nous allons le plus naturellement, car l'action est réconfortante. Et pour filer la métaphore militaire que je suis depuis le début, je reprendrai volontiers le maréchal Lyautey, qui avait tenu cette formule que j'apprécie. La joie de l'âme est dans l'action. Alors projetons-nous dans cette promesse joyeuse. Karl, vous n'êtes pas encore intervenu. Or, votre spécialité, c'est justement la mise en place d'actions rapides pour sortir de la crise pour laquelle vous avez été appelé. C'est ce qu'on attend du troubleshooter. Pouvez-vous nous décrire rapidement en quoi cela consiste et quelles sont les premières actions que vous mettez en place? Bonjour. Le métier de troubleshooter, c'est d'intervenir au sein des entreprises fournisseurs à la demande du client pour établir la livraison. La rencontre est forcée et, disons-le, la relation est un peu tendue au départ. Au cours de ces interventions, j'ai été amené à rencontrer différentes typologies de crise supply chain dans l'automobile et dans l'aéro. On retrouve généralement 3 causes racines. Le manque de personnel, pour des raisons sanitaires, mais aussi avec l'apparition de nouveaux projets, des ruptures au niveau des approvisionnements ou des délais de sous-traitance qui dérapent. Au niveau des outillages, c'est des capacités qui sont devenues insuffisantes ou encore des situations de fin de vie qui génèrent des goulots. Des motifs de crise qui amènent mon intervention, et cela quelle que soit l'activité de l'entreprise, quelle que soit la zone géographique. À mon arrivée, je mets en place 4 indicateurs. Ces indicateurs sont dédiés à la gestion de crise. Il s'agit de l'état des manquants, du temps de traversée, du respect des livraisons et de la profondeur du retard. L'état des manquants, c'est un document très important qui est mis à jour au quotidien. Il présente vos niveaux de stock avec les ruptures et les futures ruptures. Cela permet à l'ordonnancement de se caler au plus juste, pour ne pas perdre de charge, et à la fois aux appros pour consolider les flux, avec le mode d'acheminement le plus adapté. Dois-je faire un taxi ou non? C'est aussi le moyen d'éprouver votre flux des urgences. Et moi, je recommande la mise en place d'étiquettes rouges pour suivre ces pièces et les pousser. Le temps de traversée, c'est le témoin de vos difficultés à revenir à la normale. C'est aussi le temps du questionnement. Qu'est-ce qui pénalise mon lead time? C'est-à-dire identifier les étapes critiques et proposer des plans d'amélioration. Le respect des livraisons. Après la disponibilité et la production, qu'est-ce qui génère encore du retard? Est-ce que c'est les temps de lancement, les arbitrages, les contrôles? L'objectif ici, c'est d'identifier les causes de non-respect, tous ces petits grains de sable. Ici, c'est votre organisation. C'est également la possibilité de mettre en place de la PQP et de la digitalisation pour améliorer vos délais. La profondeur du retard, c'est comment évolue ma situation. Si j'en phase d'amélioration ou de dégradation. Mais dans tous les cas, c'est comment parvenir à solder ce retard. Donc ça veut dire des recherches de productivité, mais c'est aussi la capacité additionnelle. Capacité interne, avec cette fois-ci des heures supplémentaires, le recrutement d'intérimaires. Capacité externe, avec le recours à la sous-traitance. Cette dernière solution peut remettre en cause votre approche du make or buy, en rendant pérenne cette activité. Vous avez maintenant une photo de votre activité. Vous avez pris en compte l'état des lieux, consolidé les flux à court terme, recensé les difficultés des moments. Et cette période vous a permis d'identifier vos points de faiblesse avec en face des plans d'action et des pilotes. Fort de cela, vous pouvez vous présenter face à votre client avec ces indicateurs et cette feuille de route. Ainsi, vous donnez le sentiment que vous maîtrisez votre sujet pour donner confiance en vous. Et plus de confiance donnée au client, c'est plus de temps disponible pour travailler
et parfois plus de business aussi. Merci Karl. Voilà des indicateurs de suivi de l'action qui donnent une vision concrète de ce qu'évoquait Philippe Lambert tout à l'heure en parlant des nouveaux indicateurs à mettre en place pendant la crise. Le piège serait en revanche de multiplier les indicateurs et les actions risquent d'en perdre le sens. Philippe, toi qui as l'habitude du pilotage, quelle organisation préconises-tu de mettre en place ? En effet, Michael, agir, c'est la suite des décisions. L'état-major de la société doit se poser 2 questions. La première, c'est comment on va organiser les actions, et la seconde, c'est comment on va piloter les actions. Pour assurer la mise en œuvre des décisions prises, il faut mettre en place une cellule de crise. Il faut commencer par sélectionner le personnel qui va être affecté à cette cellule de crise. Cette cellule de crise devra communiquer de manière hebdomadaire avec les autres directions et le fonctionnement de la cellule de crise doit se faire selon un mode projet. Cette cellule de crise devra établir un planning d'action avec des jalonnements. Elle devra réaliser le suivi des actions engagées et elle devra constater la mise en place des actions réalisées. Ceci étant, à cette étape, on constate beaucoup d'objectifs. Alors, comment garder le sens des priorités ? Comment éviter les télescopages d'actions de services entre eux ? Pour ce faire, je préconise l'utilisation d'une méthode qui associe les objectifs et les actions. C'est la méthode OVAR. Cette méthode, elle permet de définir les objectifs principaux ainsi que les variables d'action pour y parvenir. OVAR, c'est une méthode de gestion pour bien comprendre la relation entre les variables et donc définir des objectifs et plans d'action cohérents avec la stratégie de l'entreprise. Pour résumer, on peut dire que les objectifs représentent la déclinaison opérationnelle des différents axes stratégiques définis par l'entreprise. Cette méthode s'attache à définir les variables d'action qui ont un effet concret sur les objectifs désignés, et enfin, les variables étant organisées dans des plans d'action opérationnels cohérents. La grille OVAR, elle permet de garder en tête les objectifs ainsi que leur avancement. Elle permet de piloter de manière coordonnée et en temps réel l'avancée des actions. Il est important d'avoir une adéquation entre les objectifs et les réalisations. Cela permet de voir si l'on tient les plannings d'avancement que l'on s'est fixés au travers d'indicateurs pertinents. C'est un outil à considérer sérieusement pour améliorer la performance de l'organisation. En permanence, il faut acter les points sur lesquels on a fait un progrès. Il faut consigner tous les points qui ont été consolidés. Puis, dans quelques mois, poser un diagnostic sur les restes à réaliser, à améliorer. Et enfin, remercier les équipes pour leur engagement. Merci Philippe et en particulier pour la présentation de la méthode OVAR que j'ai eu l'occasion moi-même d'appliquer à l'île Longue. Et je te confirme qu'elle est vraiment très efficace. Philippe, revenons à la fonction achat dont tu nous as présenté le rôle en amont de la décision. Les achats, ce sont aussi des actions à mener à très court terme. Peux-tu nous donner une vision globale du très court terme jusqu'au long terme ? Ah oui, Michael. Eh bien, dans l'urgence du moment, à très court terme, les acheteurs, ils interviennent dans les cellules de gestion de crise qu'on appelle War Room. Alors, pour rentrer dans le détail de la thématique agir, quand on est dans la situation de crise, c'est par exemple se focaliser sur les 4 thématiques qui s'affichent, vérifier la situation du fournisseur, vérifier les contrats, le sourcing et revoir la politique make or buy. Donc, on va détailler tout ça. Pour vérifier la situation de son fournisseur, comment fait-on ? Eh bien, la première des choses à faire, c'est de communiquer avec lui très régulièrement pour savoir quelles peuvent être ses difficultés éventuelles. Si sa situation est suffisamment viable, il faut le payer dans les temps. Et c'est pas si facile parce que dans ces situations, chacun veut disposer d'un maximum de trésorerie. Il faut l'accompagner pour trouver avec lui des solutions lorsque c'est nécessaire et que c'est possible. Normalement, c'est déjà fait, mais il faut être attentif au niveau des taux de dépendance. Il faut vérifier ses plans d'action et puis sa situation, et pour ça, on peut aller l'auditer, et puis même au besoin, on peut lui envoyer un troubleshooter pour l'aider à passer un cap. Et puis, accessoirement, il faut être vigilant à bien identifier ces outillages qui sont présents chez lui pour pouvoir les récupérer si c'est nécessaire. Alors, agir, c'est aussi faire une passe sur ses contrats. Les contrats, c'est la liste des engagements et des obligations de chacune des parties. Il faut donc vérifier s'ils prennent bien en compte la situation ou au contraire, justement, s'ils présentent des failles qui peuvent prêter à interprétation.
connaissez l'expression, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Il faut être attentif notamment aux aspects juridiques pour savoir s'ils sont à jour et adaptés avec des notions telles que la force majeure, l'imprévisibilité, l'inexécution. Alors attention, parce que reprendre les contrats, c'est un gros travail, et puis faire signer des avenants, c'est jamais ni simple ni rapide. Alors agir, c'est aussi sourcer et ressourcer. C'est disposer d'un fournisseur de remplacement ou d'une source complémentaire, c'est-à-dire un plan B ou un plan C, mais quand on est acheteur, c'est aussi chercher du gain. Et même si évidemment, sur le papier, quand on fractionne les volumes, ça va pas trop dans le sens de la baisse. Le sourcer, peut être aussi relocaliser ou développer des circuits plus courts, et ce qui peut même être présenté comme un outil de communication. On voit ça souvent. Enfin, et pendant longtemps, les entreprises, elles ont externalisé pour se recentrer sur leur cœur de métier et au passage faire des gains. Pour autant, le monde change, le monde bouge, les avantages d'hier ne sont plus forcément les mêmes, je pense à certains LCC par exemple, et là encore, il faut mettre en balance les risques et les bénéfices. Et donc revoir la politique de make or buy, c'est possiblement réduire les risques et réduire la dépendance. Ça peut même aussi être le moyen de réintégrer de la charge en interne et puis de trouver ou de retrouver un savoir-faire. Voilà, on voit qu'il y a des actions qui s'étalent dans le temps, c'est à plus ou moins long terme en fait. Mais de toutes les façons, une stratégie achat, ça ne se fait pas dans l'urgence, et puis il existe plusieurs leviers en réalité. Et ils dépendent aussi des particularités de chaque activité. En même temps, ces périodes de crise elles sont toujours révélatrices de nos faiblesses. Et il s'agit de trouver un équilibre entre le risque et le prix. Le rôle des achats, c'est toujours d'évaluer les coûts associés à différents scénarios, en participant à des analyses collectives. Ça contribue à la prise de décision des entreprises et à l'arbitrage par la direction générale. Mais la prise en compte du risque, elle est forcément dynamique, dans le sens où tout bouge tout le temps. Et donc cet équilibre à trouver, ça peut avoir un équilibre sur vos coûts, mais attention, c'est aussi le moyen de se démarquer de ses concurrents, et c'est surtout quelque chose qui peut être vendu, donc c'est un atout commercial. On peut dire que si vous avez vous-même réfléchi et intégré la démarche de sécurité que vos clients mèneront forcément eux aussi, vous prenez une longueur d'avance. C'est sûr que la fonction achat restera le moyen de trouver de la productivité et des gains, mais demain, il faudra probablement être plus attentif à la sécurisation. Enfin, et pour être optimiste dans la démarche, il faut bien voir les périodes de crise comme des périodes d'opportunité. Et d'ailleurs, les Chinois, qui sont parfois en avance sur nous, écrivent en mandarin le mot crise avec l'association de deux idéogrammes, l'un qui veut dire danger et l'autre qui veut dire opportunité. Merci Philippe, j'aime bien ta vision différente de la contrainte, et tu fais clairement apparaître que la sécurité ajoutée peut finalement devenir un élément explicite de la proposition de valeur dans le monde d'après. C'est en soi une très belle opportunité. Bon, il est maintenant l'heure de conclure, et tout d'abord, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour vos contributions très enrichissantes et ancrées dans le pragmatique et le concret. Merci Philippe Lambert pour ton éclairage sur les fonctions d'audit et de pilotage, Emmanuel pour ton apport sur les méthodes, Philippe Defresne pour l'éclairage de la fonction achat dans la crise, et Karl sur les mesures à prendre en situation d'urgence. Nous avons pu voir que tous ces outils que vous proposez ont leur place dans un état-major de crise. Alors que peut-on retenir ? Si vous souhaitez vous extraire du quotidien, identifier les opportunités et mettre votre entreprise en situation d'en profiter, vous devrez conjuguer 3 choses. Un processus rigoureux de décision, une organisation dédiée et des méthodes. Des méthodes qui vont vous permettre de penser l'amont de la réflexion et des méthodes pour vérifier que ça se passe exactement comme vous l'avez prévu. Je mets à nouveau en garde contre la pensée unique dont il faut absolument préserver votre équipe en favorisant l'émergence d'opinions indépendantes différentes afin que le groupe soit en mesure de vous proposer des alternatives utiles à votre prise de décision. C'est la meilleure parade à l'optimisme débridé. Et c'est sans doute pour éviter la pensée unique et utiliser des retours d'expérience différents que nos clients sollicitent des Emmanuel, des Philippe ou des Karl pour doter leur état-major d'un regard et d'un état d'esprit qui permettent d'élargir le champ des possibles. Alors, bien évidemment, ces organisations et ces outils ne sont pas les mêmes suivant la taille de votre entreprise, son métier et son marché.
Si vous souhaitez avoir un éclairage précis sur la meilleure façon de faire dans votre situation, je vous invite à passer 1 heure avec un ou plusieurs de nos experts dont vous avez pu voir la richesse et la diversité des expériences. Merci à tous pour avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Nous serons ravis de pouvoir échanger sur vos problématiques. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt.